Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Bonjour, les filles. Est-ce que vous bonjour, m'entendez bien? bonjour. Très Très bien. bien. Super, super. Alors, je ne vois pas le chat en direct. Je suis en train de l'ouvrir. Merci à tous pour votre participation. On va du coup lancer ce webinaire. J'ai quelques petites infos à vous transmettre avant de lancer ce webinaire. Du coup, Pauline qui est avec nous, vous pouvez voir dans les petites bulles des personnes présentes avec nous, va vous lancer un sondage pour savoir, comme aujourd'hui notre thématique c'est le volume de formation, pour savoir le volume de formation que vous avez à développer cette année ou en moyenne. Donc ça, c'est la première information. Vous avez du coup ce sondage qui apparaît dans le petit onglet sondage. La deuxième information importante, c'est que du coup, l'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Idéalement, donc, il y a un chat pour discuter, pour communiquer. Idéalement, si vous pouvez poster vos questions dans l'onglet Q&A. Et dernière information à vous transmettre, c'est qu'il y aura un replay de ce webinaire que vous pourrez retrouver sur notre site et directement sur Livestorm. On va peut-être attendre qu'il y ait un petit peu plus de personnes qui se connectent. Moi, je n'arrive pas à voir où sont les participants. Voilà. Hop. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous allez bien, les filles? Très Très bien, bien, oui. merci. Ravie Très d'être bien, ici. merci. Et est-ce que tout le monde va bien dans le chat? On espère. Alors, je vois des bonjours, bonjour. Où est-ce Bonjour que à vous tous. êtes d'ailleurs? Vous êtes en France? Vous êtes ailleurs? Dans quelle ville êtes-vous? Ah tout le monde a l'air d'aller bien déjà, c'est une bonne nouvelle. Eh ben super. Je vois qu'on a un petit peu de monde. Comme on a un agenda assez serré, je pense qu'on peut commencer. Du coup, merci à tous d'être présents. Merci les filles d'être présentes aussi. Donc, bienvenue à notre webinaire. Je me présente, du coup, moi je suis Coraline, je suis directrice marketing de Didask. Didask, c'est un LMS et outil auteur qui repose sur une IA qui est issue de la recherche en sciences cognitives. Et aujourd'hui, je suis en présence de Cécile, Margot et Marine de One Business School, qui nous accompagnent du coup pour nous parler de comment elles ont fait pour créer des formations 3 fois plus vite tout en maintenant leur qualité. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, les filles, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise et ce qu'elle fait. Ok, super. Merci beaucoup, Coraline. Je vais d'abord commencer par présenter notre entreprise, One Business School. Ça va mettre un petit peu de contexte aussi ensuite pour nous présenter nous. Donc, One Business School, c'est tout d'abord en fait un centre de formation, un CFA connecté, 100% distanciel. On a une approche pédagogique innovante qui est basée sur l'apprenant connecté, donc connecté évidemment à sa formation, mais aussi à ses pairs, à son entreprise, à ses tuteurs, à ses coachs. Donc vraiment, c'est dans un CFA connecté, mais voilà, où on accompagne l'apprenant de A à Z, de son premier jour à son dernier jour de formation. Notre modèle, il est basé sur différents types de modalités pédagogiques. Bien entendu, on a des modules asynchrones créés grâce à Didask, dont on est ici pour parler aujourd'hui, qui sont basés sur de la mise en situation professionnelle, beaucoup de cas pratiques pour favoriser un apprentissage ancré dans les problématiques professionnelles actuelles des différents secteurs qu'on va couvrir avec nos formations. On a évidemment en supplément des sessions synchrones avec des experts métiers, des workshops en groupe. On a bientôt des webinaires. Donc voilà, tout un tas de modalités pédagogiques pour accompagner notre apprenant de A à Z. On est spécialisé dans différents domaines. On a de la vente et du management qui sont nos best-sellers, mais on a aussi des formations en RH, hôtellerie, restauration, dans la santé, dans l'industrie. Sur des formations uniquement certifiantes RNCP qui vont de niveau CAP à niveau Bac plus 5, mais avec un gros focus sur un niveau Bac plus 2, donc niveau 4, niveau 5, pour répondre aux besoins actuels du marché.
À la rentrée, on a lancé 11 formations certifiantes actuellement et on espère un volume d'affaires qui devrait avoisiner les 2500 apprenants pour cette année. Donc ça, c'est ce qu'on fait en interne, mais on a aussi un modèle B2B qui est notre programme Next Step Academy qui est là pour aider les organismes de formation à faire la transition entre un apprentissage disons plus classique présentiel à un apprentissage hybride ou 100% distanciel. Et donc on aide ces organismes de formation, on les accompagne et on leur met à disposition un catalogue de contenus pédagogiques sur mesure. On fait de la personnalisation si besoin. Voilà, on s'adapte aux besoins des uns et des autres. Donc ça, c'est One Business School, c'est tout un programme. Et dans cette entreprise, moi, je suis donc directrice de l'ingénierie pédagogique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je prends les référentiels RNCP, qui sont parfois et très souvent indigestes, et je les transforme en formations tangibles. Je les découpe entre nos modalités pédagogiques, synchrones, asynchrones. Je vais réfléchir à la meilleure façon de les digitaliser. Et en plus de ça, je vais être également responsable de la qualité des contenus de nos formations. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour compléter ce que vont dire mes collègues qui vont se présenter dans une minute. C'est-à-dire qu'on crée vite, on crée beaucoup, mais on crée bien. Voilà. Je prends la relève de Cécile. Donc, je suis Margot Raymond, je suis directrice de production et de digitalisation des contenus pédagogiques. Voilà. Et dans l'équipe, il y a Marine. Enchantée, Marine Royer. Donc, moi, je suis responsable du pôle projet éditorial. Et moi, mon but, c'est d'assurer le bon fonctionnement du process auprès de toutes les personnes qui vont concevoir les modules via les données de cadrage transmises par la super équipe pédagogique chapeautée par Cécile. Donc, on va retrouver différents acteurs de mon côté pour le bon fonctionnement de ce process, les chefs de projet, les concepteurs, les relecteurs, et voilà. Merci beaucoup pour cette présentation hyper claire. Du coup, on passe au contexte et je voulais vous demander quels étaient vos défis quand on s'était rencontrés en termes de formation. Alors, il y a 1 an et demi, on est arrivé du coup chez One Business School. On avait déjà tout travaillé dans le monde de la formation à distance ou dans le digital. On était tous plus ou moins familiers avec ce domaine-là. Et du coup, on avait une expérience qui nous a permis vraiment de savoir vers quoi on voulait aller, ce qu'on recherchait. Le défi, du coup, il était vraiment de recommencer à zéro, sans outils, sans process, avec un cahier des charges déjà bien rempli. Merci la direction. Mais pour le coup, on avait vraiment au niveau de l'équipe une vraie force parce qu'on avait vraiment tous les maillons de la chaîne de production pour créer des contenus en asynchrone. Donc, on avait d'un côté les connaissances pédagogie avec Cécile. On avait une personne qui savait vraiment piloter, qui savait mettre en place des process, appliquer des process. On avait aussi une personne plus audiovisuelle, parce que c'est vrai que c'est multimodal, tout simplement, les contenus pédagogiques. Et là, c'est vrai que c'est important d'apporter cette partie-là des modalités type audiovisuel. Donc, on les a réfléchi, re-réfléchi. Et on avait une personne, ça très important, qui pouvait tout simplement faire du crash test en direct, qui avait vraiment la possibilité qui avait un œil très créatif et qui nous a vraiment permis de savoir si la façon dont on pensait les choses était réalisable, etc. Donc ça, voilà. Merci Amélia au passage, elle nous regarde. On avait du coup, comme je le disais, on avait du coup un vrai défi. Parce qu'un cahier des charges du coup déjà bien rempli, un cahier de commandes déjà bien rempli, on avait des deadlines qui étaient très courtes. Il fallait qu'on produise tout simplement 4 titres. On vous expliquera. Alors 4 titres, c'est X modules, etc. en 1 mois et demi. Et d'expérience, pour le coup, c'était un réel défi que de construire un process, de trouver un outil qui répond à tous nos besoins et de produire l'ensemble des modules en un temps record de façon qualitative. Je le répète, c'est très important. Cécile, sinon, elle nous tape sur les doigts. Donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on a commencé à faire de la prospection, tout simplement, des différents LMS qui se présentaient à nous. On a assisté à des webinaires, on a assisté à des démos.
Et en parallèle, très important, l'IA est là depuis des années. L'IA existe. Il faut mine de rien faire avec, l'intégrer en fait à notre façon de produire, de créer nos modules. Donc du coup, c'est vrai que quand on a rencontré Didask, alors il y en a plein qui intégraient l'IA au sein de leurs outils, leur LMS, mais en fait c'est vrai que Didask l'intégrer l'IA générative, c'était vraiment avancé. On a eu une démo qui nous a convaincus. Enfin, c'était incroyable. On a fait waouh. Et du coup, Vraiment. on a eu Didas qui en tout cas regroupé vraiment tous nos besoins. Et en parallèle, évidemment, on a fait énormément de veille sur tout ce qui était IA générative, toutes les IA qui pouvaient exister, par exemple en vidéo, en podcast, etc., pour pouvoir tout simplement varier, alimenter, abonder nos modules avec de nouvelles modalités qui n'étaient pas forcément à disposition dans Didask. Donc voilà. Ok. Comment ça s'est fait. Donc c'était pour le coup, est-ce qu'on a réussi? Hyper clair. Et j'avais une question aussi sur les personnes, les créateurs de contenu. C'est un point dont on avait parlé quand on s'est rencontrés qui était assez intéressant. Vous alliez vous reposer sur toute une quantité de créateurs de contenu qui n'avaient pas forcément des notions de pédagogie ou alors des notions de e-learning et un usage du digital. Et je sais que ça aussi, ça avait été un point important dans votre prise de décision parce que il fallait embarquer tous ces acteurs qui étaient familiers ni avec la pédagogie, ni avec l'IA, ni avec le e-learning autour d'une solution. Tout à fait, Marlène. C'est vrai que la problématique qu'on avait, c'était au-delà de ça, hein, c'est vrai que au-delà de tout ce que nous proposait Didask, c'est vrai que mine de rien, la prise en main de Didask était très intuitive. C'est aussi ce qui nous a vraiment convaincus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique qu'on avait, c'est que voilà, chaque créateur, on va dire, de contenu a sa façon de faire et là aujourd'hui, on avait la possibilité de réfléchir, on va dire, de mettre toutes les personnes qui avaient une vraie valeur ajoutée et de créer un process par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'expert, on a réussi à lui dire, tu feras uniquement que de l'expertise, tu feras pas de la conception. C'est pas forcément, tous les experts ne sont pas forcément à l'aise avec le digital, ne connaissent pas les interfaces et tout. Et donc, du coup, c'est vrai on s'est dit, en fait, pourquoi pas créer un rôle de concepteur et on s'est focalisé, en fait, sur le rôle, justement, du concepteur, sur chaque rôle, en fait, sur chaque intervenant dans notre process. On s'est vraiment focalisé pour cadrer son rôle, pour que ces fonctionnalités, en fait, soient vraiment valorisées sur l'usage qui fera, la valeur ajoutée de chacun. Là où il a la plus grande valeur ajoutée, en fait. Merci, exactement. Vraiment l'isoler. Peut-être que du coup, ça fait une bonne transition sur la slide suivante. Attendez, on peut peut-être parler de ce que vous avez fait en termes de déploiement et regarder un petit peu vos résultats. Comment est-ce que vous avez déployé la solution? Comment ça s'est passé? Là, moi, je vais prendre la relève, surtout sur le côté projet. Cécile, après, tu pourrais revenir dessus par rapport aux experts et à l'équipe PEDA. Mais en fait, on est parti aussi d'un principe, et là, ça va aller dans la continuité de ce que disait Margot. On est parti du principe que la digitalisation, c'est quelque chose qui est très cadré, avec beaucoup de normes, beaucoup d'étapes. Et donc, comme disait Margot, chaque acteur est super important et a une valeur ajoutée. Et en fait, on avait vraiment besoin que les enjeux de la digitalisation et surtout de la conception de nos modules soient compréhensibles, parce que dans le passé, sur certains process, on avait pu se rendre compte avec nos différentes expériences que très souvent, on impliquait beaucoup trop le process, beaucoup trop les enjeux qui dépendaient de d'autres services. Donc, on avait besoin, grâce à nos onboarding pour l'outil, pour expliquer, etc., que ce soit le plus clair possible. Et l'autre enjeu,
c'était comme là on est parti d'une V1 au départ et qu'on a lancé le truc un petit peu à corps perdu, on avait besoin aussi de pouvoir se dire bon, on va mettre en place un process pour que ça aille vite et bien dans un premier temps, mais ensuite il faudra que ça soit toujours mieux. Et donc il nous fallait quelque chose qui nous permette de faire des mises à jour très facilement. Et en fait, c'est ce dont on s'est rendu compte en créant ce process, c'est que Didask, c'est une solution qui est très facile d'utilisation. Même nous, hein, les premières fois on l'a utilisé, on a déjà eu le waouh de la démo, et ensuite on a eu le waouh de l'utilisation. On s'est dit, mais ok, le process ne dessinait pas trop au début de comment est-ce qu'on allait pouvoir transmettre tout ça à nos concepteurs, à nos chefs de projet. Mais une chose était sûre, c'est que Didask nous permettait de cadrer, parce que nous, voilà, on a un gros volume de production. On trouve ça très cool qu'il y ait plein de modalités. Mais en attendant, il faut réussir à cadrer tout ça pour permettre une homogénéité de tous les modules, de tous les titres, etc. Bien sûr. Donc voilà. Et en fait, en utilisant Didask et en permettant des premiers onboarding, on s'est rendu compte que la prise en main était top, était super facile. Par rapport à mon expérience passée où j'avais déjà fait ce travail-là, j'ai constaté que l'onboarding, je l'avais divisé par 3 le temps de formation, ce qui est genre juste énorme et un très gros gain de temps. Et ça nous a aussi permis de diviser des étapes de production parce que, comme je le disais au tout début de mon intervention, le digital, on a envie d'expliquer toutes les étapes. On a vraiment envie d'inclure tout le monde, mais très souvent, il y a des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas tangibles. Là, en l'occurrence, que ce soit les chefs de projet, les relecteurs, les concepteurs, et donc Cécile aussi, les experts, bref, tous les acteurs, ils voient ce qu'ils font, ils comprennent les enjeux parce qu'il y a une super prévisualisation sur Didask qui permet à toutes ces personnes de comprendre l'impact qu'ils ont. Et donc, ça leur permet aussi d'être plus impliqués dans leur mission, de même eux trouver des améliorations et de faire des propositions en continu. Et donc, voilà. Et enfin, pour un autre résultat, les mises à jour, en fait, elles sont intégrées directement. Dès qu'on fait une mise à jour dans le process, c'est quelque chose qui est très vite compris et appliqué directement. Voilà. Okay. Moi, je vais venir compléter ce qu'ont dit Margot et Marine. C'est vrai qu'on a pu partir d'une V0 et maintenant on a une V, je sais pas combien, 100 peut-être sur le process. Et on a réussi à créer une chaîne de valeur qui implique tout, comme disait Marine, tous les acteurs de la création d'un module de A à Z, en partant de l'expert métier qui nous aide à concevoir la maquette pédagogique, les syllabis, les concepteurs, les relecteurs et en bout de chaîne les mêmes experts qui viennent voir un petit peu le travail final, le rendu final en tout cas de ce qu'ils avaient imaginé en amont en pédagogie. Et ça, c'est voilà, on a toujours plus ou moins les mêmes acteurs, on a toujours plus ou moins la même chaîne de valeur, mais elle est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus rapide, et surtout chaque acteur travaille enfin sur là où il a une vraie valeur ajoutée. Moi, je vais donc Marine, Margot l'ont dit, mais c'est vrai que moi, au niveau des experts, parce qu'on comme je le disais tout à l'heure, on produit vite, mais on produit bien. On travaille avec beaucoup d'experts métiers parce que nous, on n'est pas experts de tous les domaines dont j'ai parlé au début. Moi, je suis pas experte RH, je suis pas experte en hôtellerie. Donc, on travaille avec beaucoup de gens qui sont experts dans ces domaines-là et qui moi, dans mes anciennes expériences de digitalisation, nous aidaient évidemment à avoir du contenu de qualité, mais étaient obligés aussi, eux, de mettre la main à la pâte dans la création de contenu. Et en fait, les experts n'ont pas forcément le temps, parce qu'en fait, créer du contenu, ça prend énormément de temps, c'est très chronophage. Donc là, l'IA générative de Didax nous permet de gagner ce temps. Et puis un bon expert sur des problématiques techniques va pas forcément savoir
comment coucher son expérience sur le papier, va pas savoir exactement comment le présenter de manière pédagogique à des apprenants. Et donc, ça nous permet aussi de gagner en efficacité là-dessus. Maintenant, on prend nos experts pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des experts de leur domaine et qui sont capables du coup de nous dire là il manque des choses, là il faut creuser, là j'ajouterai une vidéo ou un schéma ou une image pour illustrer ce principe-là. Je passerai plus vite sur cette notion et j'approfondirai plutôt celle-ci. Voilà, une vraie expertise métier. Et comme disait Marine, en plus la prévisualisation de Didasque les aide à directement se projeter dans le contenu construit. Tel qui va être présenté aux apprenants. Et ça, pareil, pour un expert, c'est de leur embarras, parce qu'avant, on les faisait travailler de manière classique sur des PowerPoint ou sur du Word, ce qui était pour eux vraiment très frustrant, et c'est très difficile d'imaginer ce à quoi ça allait ressembler en bout de chaîne. Et donc, c'est très difficile pour eux de venir apporter leur point de vue d'expert, tout simplement, d'être assez pertinent dans les retours qu'ils nous faisaient. Donc voilà, vraiment, en termes de résultats, moi, j'ai pas de résultats chiffrés avec mes experts, mais en termes de satisfaction, nous, on est très satisfaits du coup de la qualité de nos modules, de la qualité des contenus, et les gens avec qui on travaille sont très satisfaits des missions qu'on leur confie, parce que voilà, ils font vraiment leur métier d'expert, et c'est beaucoup moins chronophage et douloureux pour eux. Donc, tout le monde est content. Top. C'est hyper clair. Moi, j'entends qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que du coup, vous avez vraiment créé un process en vous reposant sur l'IA et en vous reposant aussi sur toute votre expertise et tout l'historique que vous aviez, qui vous a permis de découper la chaîne de valeur dans la création de vos cours, de vos modules, de vos formations, et de vraiment faire en sorte que chaque personne qui venait contribuer à cette chaîne de valeur puisse se concentrer sur ce sur quoi elle a la plus grande valeur ajoutée. Et en fait, là-dedans, l'IA pédagogique, elle vous a permis de C'est un facilitateur. Comment ? C'est un facilitateur pour nous, l'IA pédagogique de Didasque, vraiment. Carrément. Et j'ai l'impression aussi que ça a permis de, toujours dans cette notion de focus là où il y a de la valeur ajoutée, ça a permis aux gens de juste d'injecter leur expertise, et ça a proposé le cadre de qualité pédagogique, on va dire, qui permet à n'importe quelle personne qui peut être très bon dans son domaine, mais pas forcément très bon pédagogue, de contribuer là où il a la plus grande valeur ajoutée. Top. Et j'ai noté aussi la prévisualisation pour engager les experts. C'est vrai que ça, j'avais moins conscience, mais effectivement, ça change la donne, je pense, pour engager les experts, de faire des choses un peu sur Word ou d'avoir une projection de ce que ça peut donner en module final. Experts et pas que. Hein. C'est vrai qu'elle met en avant, Cécile, les experts, mais c'est toutes les étapes intermédiaires ou les intervenants intermédiaires avant l'expert qui en profitent, qui bénéficient en effet de cette prévisualisation sur Didasque. C'est vrai que c'est de suite. Enfin, il y a une modification qui est faite, on le prévisualise de suite. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est tous les intervenants de la chaîne de production en effet en bénéficient. Oui, et puis si on parle beaucoup d'experts et d'expertise, c'est parce que nous, ça nous a donné, on a été très contents parce que les premiers modules qu'on a produits, on avait envie de savoir, l'expert, c'est celui qui va valider. Donc c'est vrai qu'ils sont très importants, et dans nos expériences passées, chacune, on a pu à différents niveaux travailler avec ce corps de métier, et comme le disait très bien Cécile, il y a tout un tas de choses dans la digitalisation qui permettent un petit peu, justement, qui ne permettent pas à l'expert d'être vraiment dans de la correction, dans de l'amélioration de contenu. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle autant. Effectivement, il y a plein d'autres étapes avant qui permettent de créer du contenu qualitatif, pédagogique, etc. Ça se passe dès Cécile, dès le jour 1 du projet. Mais l'expert, c'est vraiment celui où, quand c'est validé, on a un soulagement et on se dit OK, c'est bon. Voilà. Ça a fonctionné.
Et je rajouterais juste pour conclure sur le gain de temps et d'efficacité que nous aussi, ça nous a fait en fait gagner du temps du coup Marine dans le pilotage et Margot et moi dans la conception du process, etc. Et du coup, tout le temps qu'on passait avant à gérer les crises avec les concepteurs, gérer les crises avec les auteurs, les experts, etc. C'est du temps qui nous est dégagé pour nous pour retravailler sur le process, l'améliorer, faire en sorte qu'il soit plus performant, qu'il soit plus que les modalités pédagogiques soient de plus en plus variées. Ça nous permet d'avoir vraiment un temps de veille pour aller chercher d'autres outils qui seraient pertinents à utiliser en parallèle pour créer des nouvelles modalités audiovisuelles ou améliorer nos cours en synchrone ou des choses comme ça. Donc, ça a libéré du temps à tout le monde. Ok, super. Du coup, si on reste sur cette notion de ça vous aide à être focus là où vous avez de la valeur ajoutée, pareil, vous avez retrouvé du temps pour pouvoir, pareil, continuer à réfléchir à ce qui fait des bons cours, des nouveaux outils, enfin bref, pouvoir vous centrer sur ce sur quoi vous avez la plus grande valeur ajoutée. Je vois qu'on avait parlé aussi de coûts et d'économies réalisées sur la création des modules et des parcours. Est-ce que vous savez me dire comment vous avez réussi à réaliser ces économies? Je vais reprendre ce que disait Marie. De toute façon, c'est quand le fait d'avoir de toute façon réduit le nombre d'intervenants et du coup aussi la durée pour produire des modules. Tout simplement de fait, il y a une réduction de coûts. Voilà, et peut pas, enfin voilà, on a réduit forcément la chaîne de production, on a réduit forcément le coût, quoi. Ok, hyper intéressant. On avait rajouté quelques images de vos modules, d'un de vos modules de cuisine d'ailleurs. Voilà. Module d'hôtellerie. Je ne sais pas si l'une de vous veut le présenter, en parler. Marine. Ouais, je vais faire. Je voyais Margot qui était prête à y aller, donc c'est pas que je veux pas y aller du tout. Mais je te laisse la parole. bon, effectivement, on vous présente des visuels parce que par expérience, les démos où on montre un module comme ça ne parle pas forcément et puis ça va trop vite pour que chacun puisse se poser dessus. Mais en tout cas, là, vous pouvez avoir un aperçu donc là où il y a la petite flèche qui est en train de s'activer, on est sur notre une de nos structures de modules parce que c'est comme pour tout, hein. On a différentes structures de modules, on varie notre process, il est pas toujours le même. Et donc là, c'est une structure de module pour un module, un titre de commis de cuisine, voilà. Donc là, vous avez la page de publication à gauche. Donc ça, c'est ce que l'apprenant va voir dans un premier temps. Ensuite, là où la flèche est en train d'entourer, on est sur un exemple de granule d'exercice. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous a beaucoup plu, hein. Les filles, vous me dites si je me trompe, mais on en a quand même pas mal parlé, nous, avec Didask, les modalités d'exercice, elles sont vachement bien parce que il y a un contexte, il y a vraiment, on peut vraiment être ancré dans l'apprentissage avec des questions très longues qui permettent à l'apprenant de se mettre à la place de tout ça. Donc là, on est sur un vrai ou faux, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de types de modalités exercices, en effet, et je le rappelle parce que pour être pas mal en contact avec tout ce qui est la technique de Didask, il y a une mise à jour des fonctionnalités et des modalités sur Didask qui est assez impressionnante. C'est vrai que nous, on a construit notre process. Désolée, hein, Marine, je t'interromps. Non, t'inquiète, on a construit notre process sur en ayant un certain nombre de modalités où, en effet, on se disait, bon, ça serait bien qu'il y ait ça, ça, ça. On a fait des suggestions à Didask. En parallèle, eux, forcément, avaient des choses dans le pipe en développement. Et c'est vrai que les fonctionnalités, le type de modalité que propose Didask, c'est assez fou parce que ça va, ils en proposent énormément de nouvelles tout le temps. Et qui se reposent soit sur l'IA,
qui prennent en compte soit l'IA ou qui ne le prennent pas. Je pense à l'activité Coraline, récemment l'activité corrigée, auto-corrigée avec un chatbot qui est en version bêta, voilà, mais qui est, voilà, pour l'avoir vu et l'avoir testé, c'est assez impressionnant. Donc voilà, donc là, c'est qu'un petit extrait de tout ce qui peut y avoir en termes de fonctionnalités, de modalités, mais franchement, là-dessus, c'est très, très complet. Et j'ai vu une question passer très vite fait tout à l'heure dans le chat qui demandait en quoi l'IA générative de Didasque elle est unique. Alors nous on adore. Petite parenthèse, voilà. Petite parenthèse, je me permets, c'est une IA pédagogique. Oui, voilà. Oui, bien sûr. C'est déjà en ça qu'elle est unique. Voilà. Déjà, exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti avec Didasque. Parce que pour moi, c'est la première et la seule LMS qui a été créée par des pédagogues et ça se sent tout de suite. C'est d'ailleurs l'effet waouh qu'on a eu dès le premier webinaire, dès la première démo. Elle était basée et ça se voit tout de suite en tant que pédagogue que c'est pas une LMS qui a été seulement créée par des gens de la tech, mais qui a déjà été créée par des pédagogues et les sciences cognitives se voient tout de suite et ça fait plaisir. En tant qu'ingénieur pédagogique, ça soulage. On sent qu'on va être accompagné à ce niveau-là tout de suite et que du coup, le niveau de qualité pédagogique est respecté jour 1. Et donc, du coup, pour rebondir sur ce que disait Cécile, notamment par rapport aux exercices, là, c'est clairement un exemple. C'est que nous, on a été, dans nos expériences passées, on a été habitués à des exercices assez simples, questions QCM. Alors, il y a plein d'autres LMS qui le font, ça, il y a pas de souci. Mais là où je trouve que Didasque en fait sa vraie force, c'est que on aura beau mettre un contenu qui a été créé par un auteur, par un expert, dans un exercice, si on considère, alors moi je suis vraiment le côté conception, donc voilà. On aura beau le rebasculer dans la modalité exercice, on pourra le décliner à l'infini avec toujours la base du contenu, le fond qui ne change pas, mais la forme qui peut être décuplée vraiment à l'infini. Donc pour trouver la meilleure manière d'ancrer les notions pédagogiques pour l'apprenant. Donc nous c'est super important et aussi ça c'est un autre point et c'est pour ça que je parle encore des exercices, c'est le feedback. La manière dont c'est mis, c'est super intuitif pour l'apprenant et aussi pour les gens qui vont concevoir, pour les experts, pour faire leur retour, pour les auteurs, pour écrire les feedbacks. Enfin, c'est vraiment top. Et puis Didasque avait bien accentué sur ce point-là quand on avait fait les premières démos et je comprends pourquoi, parce que vraiment nous on est toujours autant émerveillés devant ça. Ensuite, vous avez une granule, un exemple de granule informative qu'on peut faire. Donc là, sur la droite de la granule exercice. D'ailleurs, s'il y en a qui sont pas très familiers avec le mot granule, c'est une modalité pédagogique. Voilà. Donc au début, nous aussi, on était un petit peu perturbés par ce mot, mais maintenant, on s'y est attaché. Donc granule égale grain, donc modalité pédagogique. Et comme on le disait tout à l'heure, alors on adore Didasque, etc. Ça nous permet d'avoir une très bonne base de modules. Vraiment, on en est super content. Mais il y a quelque chose qui est au cœur de notre manière de faire, c'est l'amélioration continue et aussi la diversité des modalités pédagogiques. Et comme le disait Margot, on a un service audiovisuel, donc vous pouvez voir un exemple d'une vidéo sur le dernier encadré en bas. Ok, top. Ben, merci beaucoup pour cette présentation de modules, de granules avec de la cuisine du coup. Oui. Et si je reviens sur du coup vos derniers résultats, est-ce que vous pourriez nous partager un petit peu vos prochaines étapes, les perspectives? Là, vous êtes passé, je regarde. Donc, en 1 mois, vous avez créé un process que vous avez crash testé. En 2 mois, vous avez créé 150 modules. En 10 mois, 1100. Du coup, je suis curieuse de savoir quelle est la prochaine étape.
1 million. Non. 2 millions de modules. Non, je pense que ouais, alors sans parler de chiffres, le fait d'avoir là où on a de l'agilité, c'est le fait d'avoir en fait avant de lancer la conception, enfin l'étape de conception, c'est vrai qu'on a vraiment structuré nous ce qu'on va appeler potentiellement des packs des packs pédagogiques où on va avoir dans chaque pack en gros une structure qui diffère en fonction, on va dire, de la thématique qui va être abordée. Et donc, en fait, on a juste, grosso modo, c'est un pack qui comprend tout le brief pour le concepteur. Et en fait, on a juste à donner ça à la conception, au concepteur pour pouvoir qu'il se lance sur le module, sur la conception du module. Donc, en fait, ça, c'est juste, en fait, à partir de là, je peux pas vous dire dans X temps, on en aura fait. La force qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir, comme on a une base, quelque chose qui est duplicable. En fait, aujourd'hui, on est agile dans le sens où, en fait, on a on a des commandes de la direction, on a des demandes de la direction de nos écoles, etc., et des demandes aussi en externe. Et en fait, on a une possibilité de monter en puissance, en effet, de façon très rapide, parce que on a à la toute base quelque chose qui est carré, qui est cadré, et qui nous permet en fait de dupliquer autant se faire autant qu'on le souhaite, quoi, et de façon très rapide. Après voilà, après il y a le recrutement des concepteurs, toutes ces phases là qui prennent un petit temps, mais en fait aujourd'hui nous on n'a pas de limite. On a des commandes en externe, on a des commandes de nos écoles. On peut y répondre à partir du moment où nous, notre base, et qu'on fait de l'amélioration continue non-stop sur la structure justement de et sur nos modalités. Je sais pas, Marine ou Cécile, vous vouliez peut-être ajouter un truc? Non, pour moi, c'est bien OK. dit. Non, c'est ça. C'est qu'en effet, on va peut-être pas arriver au million de modules d'ici la fin 2025, mais c'est nous, notre but, c'est de pouvoir continuer de répondre comme dit Margot, aux différentes commandes qu'on a au niveau pédagogie et prod, et de toujours aussi continuer à garder cette qualité de module, quelles que soient les thématiques qu'on aborde, parce que c'est vrai qu'en fonction, plus on va dans le technique, on a eu des petites challenges avec des modules plus techniques. Là, on va se lancer sur l'IT. On ouvre des parcours IT très bientôt, donc c'est aussi toujours une constante amélioration, mais aussi une constante remise en question du process un peu. Ouais, remise en question du process, et on s'adapte. On a une grosse adaptabilité, une grosse agilité à ce niveau-là, et donc notre but, c'est vraiment de continuer de garder ça coûte que coûte, et puis si on peut toujours aller plus vite et toujours augmenter notre rapidité et diviser nos coûts au plus grand bonheur de notre direction, et ben nous continuerons à faire cela. Mais toujours en maintenant la qualité, parce que c'est vraiment ce qui est au cœur de notre métier. Et dans la bonne humeur. Top. Et j'avais une question justement sur Didask et comment on allait continuer à vous accompagner. Tu en as peut-être un peu parlé, Margot, mais est-ce qu'il y a des fonctionnalités ou aspects de Didask que vous n'avez pas encore explorés, que vous aimeriez explorer? J'en parlais tout à l'heure justement d'activité corrigée. Je pense que là-dessus, moi en tout cas, sur ma partie en termes de vision, de conception, il y a une vraie valeur ajoutée. Il faut que ça passe, il faut que ça soit validé par la chef Cécile sur la partie pédagogie et vraie valeur ajoutée sur l'activité. Et après, c'est vrai que le fait de pouvoir le déployer, déployer cette fonctionnalité au sein des modules qui sont déjà, parce que c'est ça, le truc, c'est qu'on crée tellement non-stop que en fait, si on ajoute une nouvelle fonctionnalité type activité activité corrigée comme il y a là, le fait, c'est la question qui se pose, c'est est-ce qu'on l'ajoute à nos modules qui sont déjà préexistants, ou est-ce qu'on part à partir de quand on le déploie dans nos modules. Et donc c'est ça qui, voilà. Mais je pense que cette activité-là, c'est ma petite target du moment. Elle m'en parle régulièrement.
Moi, Oui. pour vous dire, Margot l'a dit tout à l'heure, hein, et Marine, ça va tellement vite, Didask va tellement vite en termes de dev, de nouvelles modalités, que nous, à la pédagogie, on a du mal à suivre. Donc, très régulièrement, je demande à mon équipe d'aller creuser dans Didask pour voir justement toutes les nouveautés qu'il y a qu'on aurait loupées, parce que c'est sûr qu'on en loupe. Et donc, du coup, là, en effet, je pense que dans les prochains mois, on va faire un petit bilan de ce qu'on utilise, de ce qu'on n'utilise pas ou de ce qu'on utilise mal, parce que voilà, on n'est pas parfait et on va essayer d'intégrer un maximum de choses, quoi, de profiter au maximum des modalités qui nous sont offertes. Je pense que pour l'instant, comme tout le monde, je pense, en création de contenu, on a toujours tendance un peu à sous-utiliser les capacités de nos outils. Donc là, c'est un peu l'objectif qu'on s'est mis pour fin 2024, début 2025, c'est vraiment d'utiliser pleinement les capacités de la LMS. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Cécile, on a aussi à cœur vraiment au-delà de l'amélioration continue, de ne pas rester figé dans un process, d'où le fait que l'équipe de Cécile aille puiser dans les modalités pédagogiques, voir l'intérêt que ça a pour de la synchrone et voir si ça peut aussi servir pour le synchrone. On fait très souvent des ateliers avec mon équipe et celle de Cécile pour regarder Didask plus en profondeur, essayer de changer aussi certaines choses. Alors oui, il y a des mises à jour qu'il faut faire et comme disait Margot, savoir est-ce qu'on met la mise à jour à partir de maintenant pour la fin ou est-ce qu'on reprend tout depuis le début et on lisse tout. Ça, c'est des questions qu'on a toujours. Mais encore une fois, on reparle très souvent de nos expériences, mais c'est ça qui nous a permis de construire cette équipe, d'être aussi proche de Didask. C'est qu'on avait tout à cœur. Je dis toutes parce que on était 5 et on est toujours 5 filles. On a vraiment tout à cœur de ne pas rester figé. On sait très bien que les process de digitalisation sont en perpétuelle évolution et on aime tellement notre métier qu'on n'a pas envie de louper le coche. Et c'est en ça aussi que Didask nous aide. On a assez régulièrement des points où on peut un peu voir la roadmap, pouvoir demander aussi si certaines fonctionnalités vont arriver à un moment donné ou alors si certaines solutions à des problèmes peuvent être trouvées plutôt que de créer quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour contourner? Et c'est super agréable de pouvoir travailler avec des gens qui ont aussi envie que les choses ne soient pas figées, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, pour nous, c'est du pain béni pour la suite. Bah, c'est cool, ouais. Clairement, on est dans le même état d'esprit et en fait, on est dans le digital, hein, donc je pense que on a tous un peu cet état d'esprit évolutif et c'est intéressant de se dire, bah, il y a des nouvelles fonctionnalités qui évoluent avec vos besoins et en fait, bah, nous, l'IA pédagogique, c'est un champ de possibles. Et donc, par exemple, on se parlait de cette question corrigée qui est une de nos nouvelles fonctionnalités qu'on met en bêta à dispo de nos clients, qui est quelque chose d'interactif, c'est-à-dire que les apprenants soumettent un exercice complet, par exemple l'écriture d'une lettre de motivation ou ce genre de choses, et l'outil vient corriger de manière interactive en suggérant des optimisations. Il faut derrière réécrire et c'est en fait une communication en temps réel. Et donc ça, c'est tout le genre de choses qui sont possibles aujourd'hui. Et pareil, comme vous, on est en optimisation, en amélioration continue, et donc on essaie plein de choses. Et c'est génial de voir qu'il y a certains de nos clients avec qui on peut le mettre en place, parce que vous êtes dans la même dynamique, quoi. Donc, et je me permets de rajouter quelque chose aussi, un des éléments qui nous a convaincus aussi au niveau de Didask, c'est tout ce qui est remontée de données, tout simplement. Hein. Côté école, c'est vrai que nous, on est côté conception, donc se posait pas forcément la question, et pourtant, Dieu sait que c'est important. Tout ce qui était remontée de données, progression, scoring, etc. De l'apprenant. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, hein, Coraline, vous avez beaucoup évolué là-dessus hein, depuis que nous, on est arrivé sur Didask. Vous avez fait pas mal de dev là-dessus et c'est vrai que c'est pour le coup, aujourd'hui, vous répondez totalement aux besoins, en tout cas, aux besoins école. Sur tout ce qui est progression, décrochage, pourcentage de décrochage, etc. Donc, non.
Peut-être aussi, c'était un des éléments. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'on parlait de conception uniquement. Mais voilà, d'un point de vue école, vous répondez à ce besoin-là, à ce besoin-là. Absolument. C'est tout à fait ça. Enfin, c'est un élément clé pour permettre un meilleur suivi et pour permettre toujours cette approche personnalisée, adaptée et en fonction des différents apprenants, de leur montée en compétences. Ça participe à tout l'adaptive learning, qui est une grosse dimension de la solution d'IDAS, qui est de dire que, je pense qu'on en est tous conscients, mais l'engagement des apprenants dépend de ce qu'on leur pousse en fonction de leur niveau de compétence. Et donc, il y a un gros point de veille là-dessus, et ça passe notamment par les analytics, la compréhension de qui on est, à quel niveau, ce genre de choses. Très clair. Je veux être sûre qu'on garde un tout petit peu de temps pour des questions et réponses. Alors moi, j'ai pas trop regardé le chat, mais n'hésitez pas. Hop. Alors, il y a eu beaucoup de questions pendant que vous parliez. Super, ça y est, je suis en train de les regarder. Vous pouvez l'utiliser sur la plateforme ou en extension dans une autre plateforme. Ah, donc ça, c'est Pauline qui répond. Ok. Je vois que Pauline, tu as répondu à plein de questions. Ouais. Est-ce qu'il reste des questions auxquelles on n'a pas répondu? Oui, en fait, j'en avais beaucoup dans le chat que j'ai du coup bien resélectionné, qui sont pour vous, auxquelles je ne pouvais pas répondre moi. Donc, il y a une question de Julien Prieur qui est: bonjour, une question pour plus tard. Comment impliquer les experts? Doivent-ils, d'après vous, être formés sur l'outil, notamment sur la partie IA? Alors, très bonne question. Nous, on leur fait une démo outil parce qu'ils ont besoin, je pense que c'est important qu'ils comprennent comment on conçoit les modules. Donc, ils sont en amont dans la conception des syllabes et ils sont en aval sur la validation du contenu. Mais quand on les onboard, on leur présente nos méthodes de conception, on rentre pas dans les détails de l'IA, mais on leur cache pas non plus. Enfin, c'est pas un sujet tabou chez nous. On sait très bien l'expliquer, on sait très bien le justifier. Et d'ailleurs, en fait, on a eu plusieurs retours d'experts qui ont été assez surpris de la qualité du coup de l'IA. Alors, ça passe, l'IA, faut n'importe quel type d'IA, que ce soit l'IA pédagogique de Didasque ou sur d'autres outils, faut savoir l'apprivoiser. On a eu beaucoup de tests avant de trouver la bonne façon de l'utiliser. Et on continue de toute façon d'ailleurs de faire des tests en fonction des différentes thématiques qu'on a à traiter. Mais les experts sont, je pense, assez OK maintenant avec le fait que de toute façon, en création de contenu, on va intégrer l'IA, mais on sait leur expliquer comment est-ce qu'on l'utilise à bon escient, et on sait aussi leur montrer que du coup, eux, ça leur économise du temps et que du coup, ils vont pouvoir se concentrer sur vraiment la partie fond et la partie modalité pédagogique, ce qui les intéresse de base de toute façon. Donc, on n'a pas trop eu de problème, enfin même pas du tout en fait, de problème d'onboarding des experts sur l'outil et sur le process. Je te rejoins, Cécile, côté concepteur. Moi, j'ai eu plus de personnes, par contre, qui étaient un petit peu pas réticentes, parce que bon, l'IA, très vite, on le présente comme un outil. On continuera toujours à dire que c'est un outil. C'est exactement comme l'arrivée d'Internet qui a bouleversé un petit peu tout le monde. L'IA, ça reste un outil qui permet d'aller plus vite, de trouver les meilleures solutions. Après, peut-être pas toutes les solutions au monde, mais en tout cas, nous, dans notre métier, en ce moment, permet de nous trouver énormément de solutions. Et là où Cécile accentue beaucoup, et moi aussi, c'est vous restez l'humain. Voilà, dans leur métier, ils restent des humains, c'est eux le cerveau. Donc c'est eux qu'on le mot final, quoi. Et ça nous est arrivé d'avoir des experts qui nous disent ce module, faut le refaire en entier. C'est OK, on le sait, ils sont pas satisfaits de la façon dont on l'a découpé, dont on a créé le contenu, comment les notions s'articulent, et ça nous arrive régulièrement, peut-être pas, mais ça nous est déjà arrivé, et c'est très OK pour nous. Ils ont cette liberté de dire ça, on met à la poubelle, on recommence.
Top. Ok. Merci beaucoup. Alors, il y a une deuxième question que Julien a posée, qui était sur une référence qui était sur une des slides je pense sur Non, je veux vous lire la question. Je ne comprends pas la notion du temps du slide. Il fait référence à 7 jours pour quoi? Du coup, c'est un module. Et du coup, ce qui fait upscaling de 150 modules en 2 mois, qui implique combien de personnes? Ok. Alors sur la durée de la rapidité de production, en effet, 7 jours, c'est 7 jours pour un module, qui représente du coup toute la chaîne de production de la maquette, la construction de la maquette à la validation et correction post-expertise. Sur l'histoire des 2 mois, c'était quoi? 150 Du coup, combien on est de personnes impliquées sur la création de 150 modules en 2 mois? C'est une très bonne question. Je suis en train de compter sur mes doigts. Voilà, entre les personnes qui ne sont pas à temps plein, etc. C'est compliqué. C'est assez difficile de répondre parce que, évidemment, il y a déjà toute la force interne de nos équipes, à Margot, Marine et moi, qui vont travailler dessus. Moi, pour 150 modules, j'aurai entre 10 et 15 experts qui vont travailler dessus. Et je pense encore plus de concepteurs. Ouais, plutôt entre 15 et 20 de mon côté. Je suis déjà montée à 20, à 30. Mais en général, c'est 15-20 personnes. Et là, en l'occurrence, alors c'était un peu plus particulier parce qu'à ce moment-là, on venait de mettre le process en place. Les process de recrutement n'avaient pas été totalement aboutis. Donc en fait, si on a du mal à donner un chiffre, c'est parce que on a aussi sollicité, et d'ailleurs c'est encore une fois pour montrer la puissance de ce process, on a sollicité des personnes en interne qui n'ont absolument rien à voir avec. On a demandé à notre directrice de l'innovation de produire quelques modules, de nous aider à les concevoir. Certaines personnes côté coordo école. Donc voilà, on avait du monde, mais de là à pouvoir le quantifier là maintenant tout de suite sur cette époque, c'est pas super simple. Et aujourd'hui, si on peut aussi parler au niveau du coût, là où on maîtrise le coût, c'est que en fait, on a évalué à force forcément de faire des tests, de se tester, de réévaluer nos étapes, etc. Et de cadrer bien le corps de métier de chacun. C'est vrai que du coup, on fait forcément une rémunération qui est au module, et donc du coup, c'est là où on a une maîtrise de coût où il n'y a pas de variable, il n'y a pas d'imprévu. Vous avez parlé des experts, du coup, je vais rebondir par une question qui a été posée par Nicolas. En amont, comment recevez-vous le contenu souhaité de vos experts? On le reçoit sous forme de gros tableaux Excel. J'ai de très très gros tableaux Excel où nous on cadre avec mon équipe les experts. Et on fait du découpage en modules, des modules qu'on découpe en objectifs pédagogiques et en objectifs opérationnels, et chaque objectif est découpé lui-même en notions, et tout ça. Donc on fait des syllabes un petit peu détaillés sur lesquels on va venir mettre un temps de formation synchrone, asynchrone et autres. Donc ce sont de gros documents très indigestes, mais où il y a vraiment toute la substantielle moelle de nos experts qu'on va ensuite venir injecter dans Didask. Super. Et je pense que je vois une dernière question. N'hésitez pas à me dire dans le chat si j'en ai oublié, qui est de Thierry. Quels sont vos taux de complétion? Quels sont vos taux de réussite aux examens avec cette modalité? Donc, je pense qu'il parle de l'IA pédagogique. Ok. Alors, c'est une excellente question. Nous, on est vraiment en plus en amont de chaîne, donc on n'a pas forcément les taux de réussite. On a peut-être une question qu'on aurait dû demander. Là, moi, je vais pas pouvoir vous donner les taux de réussite.
très probablement, vous pouvez les trouver sur nos sites internet, ou c'est peut-être une information qu'on pourra diffuser ensuite post-séminaire. Mais là, je vais pas avoir. En plus, c'est sur sur les différentes diplômes. Sur les différents diplômes, sur la grosse dizaine de diplômes qu'on a à l'heure actuelle, je saurais pas vous donner les taux de réussite. Mais ils sont bons, hein, sinon on serait plus là. Oui, voilà, exactement aussi. Donc là, c'est vrai que c'est une petite erreur qu'on a faite quand même de pas. Nous, c'est vrai qu'on est très centré sur la prod. On prend quand même, ne vous inquiétez pas, en considération toutes les remontées apprenants. D'ailleurs, c'est notre priorité. Hier encore avec Margot, on était en train de résoudre des problèmes d'itinérance dans les modules. Enfin voilà. Il y a toujours des choses, dès qu'un apprenant dit quelque chose, on l'inclut. Et ça a déjà été testé sur des diplômes. On sait qu'il y a des personnes qui ont passé des examens sous ces modalités pédagogiques-là. Ouais. Et on sait qu'il y a eu un taux de réussite qui était bon. Sinon, on nous aurait dit, par contre, là, c'était catastrophique. Mais c'est juste qu'on n'a pas le chiffre en tête. Voilà. Bah, j'allais dire, en plus, vu le succès et le déploiement, il n'y a pas de doute. Oui, c'est ça. Oui, le déploiement, pour rajouter ça, c'est vrai que nous, comme toute école, comme tout centre, notre point d'alerte, c'est les apprenants. Donc, les apprenants, voilà, ils ont une possibilité de nous contacter. Et derrière, c'est vrai qu'on s'efforce d'être les plus réactifs possibles. Ça va d'une petite coquille potentiellement qui a passé toutes les étapes, ça arrive, hein, à un bug potentiellement technique. Et ça, pour le coup, si c'est un bug qui vient potentiellement de Didas, vous êtes très réactif, il faut le dire. Non, vous avez mis en place un chat, tout simplement, c'est que encore une fonctionnalité, hein, c'est bête, mais côté back office qui est assez folle. C'est vrai que c'est une des fonctionnalités qu'il n'y avait pas forcément au tout début quand on est arrivé. Aujourd'hui, il y a un chat, une facilité de contacter en 2 minutes une personne de chez vous pour que vous soyez le plus réactif possible s'il s'agit d'un bug côté plateforme, ce qui arrive. Le bug zéro n'existe pas. Surtout quand on est en évolutif. Voilà. Mais ça, continue. Voilà, on a une équipe qui est réactive en face et qui reconnaît que voilà, ça arrive et c'est comme ça. Et le tout, c'est de trouver la solution le plus rapidement possible. Je vous remercie les filles. Je vois que le temps tourne et qu'on a presque fini. Du coup, je voulais prendre quelques minutes pour remercier un peu tout le monde. Déjà, merci à tous les participants. J'espère que c'était clair pour vous. Merci à vous. Merci à vous les filles pour votre super participation, super succès. Je retiens 2 grandes choses qui sont la première, vous avez vraiment réussi à créer un process qui repose sur toute votre expertise, l'IA pédagogique et qui a permis de concentrer chacun des experts de la chaîne de valeur sur sa valeur ajoutée et qui vous a permis de maintenir tout un niveau de qualité tout en scalant, en passant à l'échelle la production. Et surtout, un deuxième point que je trouve super intéressant, c'est votre approche et votre état d'esprit d'amélioration continue. Donc ça, c'est top, c'est hyper intéressant. Et quand vous disiez de la V0 à la V100, je vous souhaite d'avoir encore plein de V. Moi aussi. Donc, ouais, carrément. Donc, bravo. Merci pour votre participation. Merci à Pauline pour l'accompagnement sur les questions et les réponses dans le chat. Et aux participants, si vous souhaitez en savoir plus sur la solution Didask, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je ne sais pas s'il n'y a pas une petite pop-up sondage aussi là-dessus. Je l'ai lancé. N'hésitez pas à répondre, surtout. Allez-y. Et j'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Et merci à tout le monde pour votre participation. Merci à vous, Coraline. Merci Pauline. beaucoup à Didask. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt.